pas tellement plus cher qu'on peut l'imaginer. Ça dépend des fibres, hein, bien sûr. Alors la démarche, parce qu'il faut aussi se tourner vers notre invité que nous avons aussi, Ariel Lévy, donc l'herbe rouge. Alors vous aussi, vous avez une vraie démarche aussi, agriculture biologique, un traitement, vous regardez les composants, et puis aussi une fabrication, parce que là on parle de pays à travers le monde, mais aussi il y a un savoir-faire en France aussi. On peut faire aussi du Made in France dans toute cette histoire de vêtements bio, c'est important aussi de le dire. On ne travaille pas que sur le Made in France, mais le propos de l'herbe rouge, donc qui a été créé avec Thibaut Decroix en 2008, c'est de réfléchir sur comment faire moins mais mieux. Donc nous on travaille avant tout sur des réseaux de proximité, donc sur France, Europe et également un petit peu et également Madagascar. Et la volonté de se dire aujourd'hui il y a des savoir-faire forts en France, il y a aussi de la créativité, il y a plein d'autres choses et on essaie de porter un regard neuf sur cette mode en replaçant la qualité au centre, à prix accessible. Alors ensuite sur la démarche, c'est comment est-ce que j'arrive à pouvoir, j'arrive jusqu'au consommateur pour lui rendre le produit accessible. C'est une manière de réfléchir sur comment on porte le vêtement, sur comment on consomme moins de matière, sur comment on coupe le vêtement. Ensuite au niveau de la fabrication, sur comment on respecte celui qui le fabrique. On travaille en partenariat avec lui sur des teintures qui respectent la santé humaine et environnementale. Et ensuite on intervient aussi au niveau de la distribution. Comment, jusqu'où je vais être gourmand, quoi. C'est restituer au consommateur le produit de manière accessible. Et puis nous, on a un petit truc, c'est qu'on travaille sur l'éco-design, hein, et donc on réfléchit également beaucoup sur la fonction du vêtement parce qu'on regarde le monde bouger dans l'accélération qui est la nôtre. Donc on a des vêtements qui se mettent devant, derrière. On a un vêtement qui soigne. Donc à un moment pour nous, l'herbe rouge, c'était se dire il faut parfois en faire moins, mais bien, mais on peut arriver à un produit qui soit accessible. Anne Dupuis, j'imagine que vous avez suivi évidemment un petit peu les consommateurs, ce qu'ils ont envie d'acheter. Est-ce qu'il y a une tendance de plus en plus? Il y avait une étude que j'ai regardé, un sondage à Delring pour Solidairement Vôtre, qui disait qu'une personne sur deux ne connaissait pas vraiment cette mode éthique, 1 sur 5 trouvait que c'était trop élevé. Il y a encore besoin de faire quand même de la pédagogie. Écoutez, je pense qu'actuellement la mode écologique en est là où était l'alimentation biologique il y a 25 ans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, il y a eu une forte avancée. Maintenant, le sigle AB est connu de tout le monde. Pour l'instant, les sigles qui spécifient l'authenticité de la mode écologique, il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de labels. On a parlé de Max Havelaar, il y a aussi ce label GOTS international que vous avez. Qui est un des plus répandus quand même. Justement, GOTS a 3085 certifiés dans le monde actuellement, ce qui est quand même bien, si vous voulez, avec une augmentation de plus 12% en France, qui est à la 10e place mondiale. Donc il y a une vraie progression de ces certifications. Le problème, c'est que il y en a beaucoup et la multiplicité crée la confusion chez la consommatrice finale. Et justement, je suis en train de préparer un projet pour essayer d'unifier tout ça et de rendre beaucoup plus lisible. Mais Antoine Leneuf, est-ce que le marché français et le marché qui est le plus... Enfin, je vous pose la question à vous parce que vous parliez d'exportation tout à l'heure, pardon, mais est-ce que le marché français est un marché les plus réceptifs sur ces vêtements bio et éthiques, ou au contraire finalement à l'étranger on a l'impression que, je sais pas, aux États-Unis ou en Asie c'est plus simple de vendre ce genre de produits? Le marché français, il est intéressé, mais c'est pas le plus réceptif. L'Allemagne, par contre, est un pays qui marche très très bien là-dessus. Ils ont une tradition aussi en matière de tout ce qui est écologique. Très sensible, les consommateurs recherchent les Pays-Bas, la Belgique aussi. Les Pays-Bas, la Belgique, la Scandinavie, l'Angleterre ont de l'avance sur nous. Nous sommes en retard. Excusez-moi. C'est pour ça qu'il faut rentrer par le prisme de la mode, quoi. Donc oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que les uns et les autres vous parlez de vraies marques de mode, de vraies marques de mode. Et derrière, la meilleure des traçabilités, c'est je rentre dans le produit, je m'y sens bien. C'est quand même redonner aussi la parole au consommateur. Oui, il se passe quelque chose quand je suis dans le produit, je fais la différence. Et du coup, voilà, il faut aussi replacer le consommateur au centre. Et par rapport à la traçabilité, nous qui travaillons par rapport à un diagramme d'empreinte environnementale, comme tous mes collègues ici, où je pense que nous sommes des marques avec une forte traçabilité et un fort ADN. Je dirais aussi la meilleure de moi, il faut savoir aussi avec qui on travaille. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça va être toujours la question qui va
revenir sur les enjeux du commerce équitable, est-ce qu'on sait de façon précise ce qui se passe? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que véritablement les producteurs en profitent? La question revient 20 ans après la création de Max Havelaar. Je pense qu'il faut, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on essaye d'avoir un vrai rapport avec nos confectionneurs, avec les récoltants, avec les fournisseurs. T'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là et c'est extrêmement important. Je voudrais que vous alliez du côté du Maroc aussi pour. On a un petit peu bougé. Oui, on était au Maroc. C'est assez compliqué du côté du Maghreb finalement parfois de savoir ce qui se passe dans les usines, s'il n'y a pas quand même un sous-traitant derrière le sous-traitant. Il n'y a pas de droit encore au Maroc. Voilà, c'était pas le seul point, mais en effet, c'était un petit peu compliqué. Mais comment on pourrait s'engager si on ne connaît pas nos partenaires? Vous avez d'ailleurs, vous avez créé aussi, c'est important quand même cette association Terre des Kyogs aussi où vous versez quand même une partie de vos bénéfices. Enfin, exactement, on a voulu aller même plus loin, c'est-à-dire qu'au-delde connaître nos partenaires, de les auditer, de les certifier, de les visiter et puis de travailler sur le long terme, parce que l'idée c'est pas de dire qu'on fait du 100% parfait, c'est de dire qu'on est dans une démarche d'amélioration. Donc ça c'est important. Nous, l'association qui s'appelle Terre des Kyogs, à qui on reverse 10% de nos bénéfices, l'idée c'est d'aller plus loin, de se dire par exemple que sur des cotonculteurs qui passent au coton biologique, on travaille avec des petits producteurs en Inde, ils le font pour des raisons de santé et d'endettement. Le problème c'est qu'effectivement les enfants vont dans les champs parce qu'ils n'ont pas d'école, donc c'est d'essayer de financer des écoles pour leurs enfants, de financer des puits d'eau potable. Comment aller à l'école si on est obligé d'aller chercher de l'eau à 10 km du village? Donc c'est essayer de trouver un cercle vertueux pour qu'ils en profitent pleinement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la femme se fasse plaisir en France en portant de beaux vêtements de bonne qualité, mais que les gens en profitent également et qu'ils aient un mode de vie décent pour eux et pour leur famille. Donc ça c'est important. On le voit, il y a beaucoup de marques, il y a aussi finalement une démocratisation, on va dire, à travers ce lancement chez H&M, CA dont je parlais. Alors quand on regarde les chiffres, ils sont tous en train de dire d'ici 2020 je vais faire du coton équitable, tout va être bio, mais est-ce qu'il y aura la production derrière? Enfin, je suis désolée, mais on va se dire, est-ce que ça va pas rester aussi une niche finalement, cet univers-là, ce qui sera aussi... Je peux vous répondre là-dessus. Oui, Anne Dupuis, oui. Actuellement, il y a 25 milliards de tonnes produites en 2010 de coton dans le monde, dont 50% d'OGM. Et là-dessus, seulement 1% de coton biologique. Ouais. Mais ce 1% de coton biologique, c'est 250 000 cultivateurs dans le monde, ce qui est quand même considérable. Oui. Et bien entendu, ça se multiplie dans tous les pays actuellement, alors avec l'Inde, premier producteur, et ensuite moindre le Pakistan, la Turquie, l'Afrique, essentiellement, voilà. Vous parlez de coton depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres matières? Vous avez parlé du lin, la soie tout à l'heure dont vous parlez aussi. Toutes les fibres naturelles en fait, celles qui peuvent être où vous pouvez faire des cultures ou des élevages qui soient faits dans de bonnes conditions et qui permettent d'avoir de la fibre naturelle. Un vêtement 100% cachemire, un vêtement 100% soie peuvent intégrer totalement une démarche écologique, éthique et équitable. On peut avoir du lin bio en France par exemple? Oui, dans le Nord. Oui, il y a une filière qui démarre en Normandie, c'est très intéressant, du champ jusqu'au tissu fini. C'est assez, il faut le souligner. Mais il y a très très peu actuellement de lin certifié biologique. Il y a trois fabricants en Europe. Parce que les fabricants de lin estiment que leur culture est naturellement biologique. Car en fait, par le procédé de rouissage, la fibre de lin est extraite par la pluie sur place sur les champs et n'a pas besoin d'être traitée avec des acides ou des produits chimiques. Alors on peut dire que votre exemple aussi peut pousser, on dit les grands noms, les ONG, on évoque aussi la proposition, pourquoi pas une proposition de loi destinée aux plus grandes entreprises, une sorte de devoir de vigilance finalement vis-à-vis de leurs filiales, de leurs sous-traitants. Donc est-ce que vous pensez, vous, les uns et les autres, ce que vous faites, que finalement ça va aussi peut-être donner une impulsion à cet univers de la mode du vêtement? Antoine Leneuve. Ceci dit, vous parliez de crise mon âge tout à l'heure, donc on est dans une grande maison. En fait, au fur et à mesure, que ce soit l'éthique ou la partie écologique, en étant aussi, nous on a pris le parti d'avoir notre propre usine de production, donc d'employer les gens dans des bonnes conditions et de choisir aussi le sourcing exclusivement péruvien, alors ce qui pose aussi des problèmes. Mais du coup, pour ceux qui viennent produire chez nous, forcément, nous, on va avoir la même filière. Donc après, c'est vrai qu'il y a des problématiques, c'est qu'on ne trouve pas toutes les matières, toutes les couleurs dans le coton bio, dans les matières naturelles. Nous, on favorise de plus en plus l'alpaga. Ça peut évoluer aussi, puisque la recherche peut matières naturelles.
Et on essaie de faire au mieux là-dessus, c'est sûr. Sur vos perspectives, les uns et les autres. Oui, il va sans dire que de toute façon on doit rentrer dans un cercle plus vertueux, donc il y a besoin de transparence, besoin de plus de transparence. Mais moi j'aimerais juste revenir sur un point, replacer le débat sur la mode. On a été jusqu'au bout d'une surproductivité, d'une industrialisation, de la recherche de marge et autres. Ça, il faut peut-être juste replacer pour nous, pour l'Herbe Rouge aussi, le débat sur peut-être qu'on peut faire moins, mieux, différemment, avoir un produit qui dure, et encore, ça c'est l'attente du consommateur. Donc bien sûr, les gros ont besoin aussi, il veut un produit mode, ce que vous disiez avec Monsieur Poulet, on achète d'abord un produit mode aussi. On achète d'abord un produit, c'est vrai que chez nous, ils viennent rencontrer l'artiste, l'expression artistique, c'est certain, mais on se rend compte avec cette clientèles qui évoluent que, en effet, quand ils deviennent parents, ils pensent de plus en plus, en effet, à la toxicité de la fibre. On en parle de plus en plus. Ça pose vraiment problème. On en parle de plus en plus. C'est une question plus importante. Mais je pense. C'est une question de génération. C'est une question de génération. Nous, je vois les femmes qui viennent chez nous, c'est plutôt entre 20 et 35 ans, où effectivement elles ont déjà intégré cette demande-là. Maintenant, une femme va pas. Alors, je parlais pour les femmes, va pas faire son shopping en se disant qu'elle va changer le monde. Donc, si elle peut le faire en changeant le monde, c'est mieux. Mais c'est pour ça qu'on est tous. Le mot mode est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se fasse plaisir. Déjà, oui. Et que ça tienne. Mais on va rester, il faut qu'on en termine, mais vous reviendrez pour d'autres tables rondes. Et en même temps, j'aime bien qu'on reste sur l'idée, il faut qu'on se fasse plaisir. Voilà, on va rester sur cette idée-là. Donc, Sabrina Cherubini, directrice marketing et Kyog, merci beaucoup à vous. Anne Dupuis, directrice artistique mode et textile de Natexpo. Rachid Bala, fondateur de Monsieur Poulet. Ariel Lévy, fondatrice de l'Herbe Rouge. Antoine Neuf, directeur commercial de la marque Miséricordia. Merci à tous les 5 et merci à vous, Nathalie Croiset, Green Business, qu'on le retrouve tous les week-ends, sinon sur BFM Business. Quant à nous, pareil est à vous au continu, juste après le journal, dans un instant.